Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je te présente l'équipement que j'ai installé sur ma CB500X en vue de mes voyages en règle générale, mais principalement pour le projet que j'ai l'année prochaine, le France-Japon. D'ailleurs, si tu n'as pas vu la vidéo, je t'invite à la regarder. Je vais te montrer ce que j'ai installé, je vais t'expliquer pourquoi aussi j'ai choisi certains produits et surtout ce qui est pour moi indispensable concernant une moto qui va voyager, qui va partir en road trip. Je vais te donner des conseils en fonction de mon point de vue sur la préparation de ta moto, que ce soit pour partir à l'autre bout du monde ou en week-end à côté de chez toi. Évidemment, si tu as une CB500X, ça va doublement t'intéresser, mais cette vidéo elle est valable également pour n'importe quelle autre moto. À la base, je ne prévoyais pas de faire ce type de format, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé si j'allais faire une vidéo concernant l'équipement de la moto. Alors je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'avoir mon avis sur le sujet par rapport à mon expérience, par rapport aux voyages que j'ai déjà pu faire, par rapport aux erreurs aussi que j'ai déjà pu commettre, si je peux donner des conseils pour les éviter. Si ça peut être utile pour des personnes qui veulent se lancer dans le voyage à moto, mais également d'autres qui voyagent déjà, je trouve ça plutôt sympa. Ce que je vais te montrer là, ce n'est pas le meilleur setup, ce n'est pas non plus un setup qui est mieux qu'un autre, c'est vraiment le mien en fonction de mes usages, en fonction de mon expérience. J'ai vraiment pas mal bossé sur cette liste afin d'avoir quelque chose le plus cohérent possible avec ce que je veux faire par la suite. J'ai pris le temps d'installer mes équipements par mes soins, enfin évidemment avec l'aide de mes deux assistants qui m'ont bien aidé d'ailleurs. Je voulais le faire seul parce que déjà avec tout ce que j'avais installé, ça représente un sacré billet en concession, mais aussi parce que ça permet d'apprendre à connaître un peu sa moto, de démonter, de remonter certaines pièces, de pouvoir regarder où se situent certains éléments. Et dans le projet que j'ai en partant assez loin, je pense que c'est pas négligeable de connaître un petit peu sa moto, tout simplement. Bon alors pour moi, il y a 4 points essentiels sur une moto qui est destinée à aller voyager. Le premier, ça va être la protection. Le deuxième, la bagagerie. Le troisième, les modifications liées à la partie cycle et à l'ergonomie de la moto. Et le quatrième, ça va être tout ce qui est accessoires électriques, électroniques, je ne savais pas trop quel mot utiliser, mais bref, tout ce qui touche à ce qui est électrique. On va commencer par le premier point, la protection. S'il y a bien une chose hyper importante lorsque tu voyages à moto, c'est la protection de la machine contre les erreurs du pilote. Dans mon cas, même si je commence à avoir un petit peu d'expérience dans le voyage à moto, je suis loin d'être un pilote professionnel et une erreur, c'est vite arrivé. Le but, c'est d'amener la moto à destination en entière, c'est mieux, de l'aménager au maximum et pour ça, il va falloir que tu la protèges. Donc en premier lieu, on va retrouver les crash bars. Ça va permettre de protéger certains éléments de ta moto comme les carénages ou des parties moteurs de la chute. Donc si tu n'en possèdes pas, ce que tu risques, c'est par exemple de casser le carter du moteur. Et personnellement, je n'ai pas forcément envie de vivre cette expérience à l'autre bout du monde ou même à côté de chez moi, ça ne me branche pas vraiment. Alors évidemment, ce n'est pas parce que tu as les crash bars qu'il ne va rien t'arriver, mais je pense que si on peut s'éviter certains problèmes, ça peut être plutôt sympa. Donc si tu fais du off-road et de la piste, évidemment ça va t'être utile parce que on est censé quand même prendre plus de gamelles sur piste que sur la route. Mais justement, je ne trouve pas ça inutile d'installer ça également sur des motos qui vont faire que de la route. Parce qu'une chute, c'est vite arrivé, tu béquilles ta moto, la moto elle tombe, tu as un contrepoids pareil, la moto se retrouve par terre, que tu sois sur du bitume ou sur de la terre, tu vas quand même avoir des dégâts. Donc moi, personnellement, je te conseille aussi d'en mettre si tu veux faire que de la route. En plus de ça, tu vas avoir un côté pratique parce que tu peux y fixer par exemple des feux additionnels, des petites sacoches de parc-artère ou d'autres accessoires. Donc en plus de protéger ta moto, tu as un côté pratique et moi je trouve ça plutôt intéressant. Donc moi j'ai opté pour les crash bars de chez SW Motech parce que c'est du costaud, c'est du solide, ça bouge pas et personnellement ça m'inspire confiance. Par contre au début j'étais un peu sceptique par rapport à d'autres marques concurrentes. Je trouve que ça englobait pas assez la moto, donc je me suis dit que s'ils ont fait ça, c'est qu'il y avait une raison. Mais pour vérifier, j'ai couché la moto pour voir un petit peu le niveau de protection. Et effectivement, ça protège correctement les carénages et les carters, même si on n'est jamais à l'abri qu'une pierre vienne se caler par là. Par contre, il va y avoir la pédale de frein, les cale-pieds, le sélecteur et le silencieux d'échappement qui vont venir toucher un peu. Mais là, il n'y a pas encore les valises et quand elles seront présentes, avec leur épaisseur, ça devrait permettre que rien ne touche ou alors vraiment très peu. Donc ça m'inspire plutôt confiance. On verra à l'usage parce que encore une fois, c'est à l'arrêt. J'ai posé la moto, c'est pas comme si j'ai chuté à une vitesse importante ou pas. Donc je ferai un retour après l'avoir utilisé dans les conditions pour lesquelles elles sont faites. Ensuite, j'ai installé des protèges collecteurs. Pareil de chez SW Motech parce que c'est ce que j'avais sur mon ancienne CB500X. Étant donné qu'ils sont assez exposés sur cette moto, ça permet de les protéger
contre des jets de cailloux, des jets de pierre qui pourraient endommager cette partie. Ensuite, on va passer au sabot moteur. Pareil, cette pièce, elle est hyper importante. Ça va permettre de protéger certaines parties du moteur de ta moto contre les jets de pierre, contre les cailloux, contre les frottements que tu pourrais avoir en faisant du off-road un peu engagé ou même de la piste. Par exemple, sur la CB500X, si tu n'as pas de sabot moteur, ce qui va prendre en premier, c'est le carter d'huile. Donc, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, quoi. En gros, tout ce que ton carter devrait prendre, c'est ton sabot moteur qui va l'encaisser. Donc, pour moi, c'est vraiment une pièce primordiale. Si tu fais de la piste ou du off-road, que ce soit engagé ou pas, même à basse vitesse, un caillou qui tape contre cette pièce, ça peut faire des dégâts. Donc, c'est vraiment hyper important. D'ailleurs, je ne comprends même pas pourquoi Honda n'en met pas d'origine sur ce type de moto. Mais bon, ça, c'est un autre sujet encore. Donc moi j'ai choisi celui de chez SW Motech tout simplement parce que c'est ce que j'avais sur mon ancienne CB500X et il faisait le travail, franchement j'avais rien à lui reprocher. J'ai fait environ 40 ou 50 000 km avec mon ancienne moto, dont pas mal de pistes et j'ai pris pas mal de cailloux, j'ai pris pas mal de pierres, j'ai frotté plusieurs fois et très honnêtement j'en étais très satisfait. La seule chose que j'aurais apprécié c'est qu'il soit un petit peu plus enveloppant, mais déjà dans la conception actuelle ça protège largement bien, c'est vraiment en étant un peu tatillon en allant chercher les petits détails. Ensuite, on va retrouver les protège-mains. Donc, comme son nom l'indique, c'est un élément qui va te permettre de te protéger les mains déjà dans un premier temps contre les intempéries, le froid, la pluie, le vent. Donc, même si pour moi c'est perfectible, il faut rajouter des déflecteurs pour avoir un bon niveau de protection. Mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est la protection contre la chute. Si tu tombes, ça va te protéger les mains, mais ça va permettre également d'éviter de casser certains éléments de ta moto, comme par exemple des poignées de frein, des poignées d'embrayage, ou tous les autres éléments qui vont être à proximité, comme par exemple des commodos. Donc ça va être utile si tu sors de la route. Moi personnellement j'ai opté pour les Cobra de chez SW Motech, encore une fois parce que c'est ce que j'avais installé sur mon ancienne CB500X, ça faisait le job parfaitement. Les plastiques je trouve qu'ils sont de qualité, la barre elle est vraiment très protectrice, ça ne bouge pas malgré les chutes avec le poids etc. J'ai jamais plié quoi que ce soit. Donc je vais me répéter, mais moi quand un produit fonctionne, quand ça répond parfaitement à mes attentes, je ne vais pas chercher plus loin et puis je réinstalle exactement la même chose. Ensuite, je vais te parler des pièces que je n'ai pas encore, comme par exemple la protection de radiateur. Il faut savoir que cette pièce, elle est quand même assez exposée aux jets de pierre, aux jets de cailloux que tu peux rencontrer quand tu fais de la piste ou du off-road. Et un caillou qui tape dans le radiateur, c'est pas forcément cool, ça reste quand même une pièce qui permet de maintenir ton moteur à une bonne température. Donc le mieux c'est de le protéger. Donc moi j'ai opté pour la protection, la grille de protection de chez JV. C'est ce que j'avais sur mon CB500X. Franchement elle est top. En plus elle est bien aérée parce que ça c'est un élément qu'il faut absolument prendre en compte. Faut avoir un flux d'air constant, il faut avoir un bon flux d'air quand même qui rentre dans le radiateur. Donc il faut que la grille elle soit protectrice mais qu'elle soit quand même assez aérée, que les alvéoles soient assez importantes. Et moi j'en étais très content, j'ai traversé des pays plutôt chauds. Souvent à l'arrêt, souvent à des vitesses assez basses et j'ai jamais eu de problème de surchauffe. J'attends également une protection de bocal de liquide de frein arrière parce que je trouve que c'est une pièce qui est assez exposée. Donc j'ai commandé cette protection chez Amazon parce que j'ai pas trouvé ailleurs. Donc on verra un petit peu ce que ça donne au niveau de la qualité. Concernant ce premier point, ce sera tout. C'est déjà pas mal, tu me diras. L'objectif pour moi, ça va être d'arriver à destination en ménageant au maximum ma moto. Donc moi je cherche pas la performance. En termes de protection, c'est largement suffisant. Ça rajoute du poids évidemment, ça malheureusement on n'a pas le choix, mais c'est vraiment uniquement des choses utiles qui vont me permettre d'affronter un grand nombre de situations. Alors la bagagerie dans le monde du voyage à moto, c'est un sujet qui est un peu délicat parce qu'il y a le fameux débat valise rigide vs valise souple et c'est pas toujours évident de faire un choix entre les deux. Ça va vraiment dépendre de l'usage, de ce qu'on va faire avec, des préférences aussi de chacun qui va permettre de faire un choix, mais que ce soit la souple ou la rigide, elles ont toutes les deux des avantages et les inconvénients bien à elles. Donc c'est là que ça rend le choix vraiment compliqué. En gros, les avantages de la bagagerie rigide, ça va être que c'est étanche, c'est bien sécure, ça ferme à clé. Si tu charges un peu trop, évidemment, dans la limite du raisonnable, mais c'est stable, ça ne bouge pas. Si tu tombes, ça protège bien la moto. C'est pas la moto qui prend, c'est les valises. Si tu tombes également, ça protège bien les affaires qui sont à l'intérieur. Si tu as des trucs qui sont un peu fragiles, matériel vidéo, etc., tu es tranquille de ce côté-là. Ensuite, tu peux t'en servir comme table, comme chaise. Bref, en gros, c'est du costaud, c'est du solide et ça fonctionne bien. Et pour les désavantages, ça va être que c'est un petit peu lourd. Si tu chutes avec, ça les déforme, ce qui fait que l'étanchéité, c'est pas top. Elles vont moins bien se fermer. Évidemment, ça se répare. Tu as toujours moyen de mettre des petits coups de maillet et de remettre ça correctement. Mais bon, ça reste toujours un petit peu embêtant. Ensuite, si tu tombes avec et puis que tu as la jambe qui se coince entre la valise et le sol, je te laisse imaginer les dégâts que ça peut occasionner. Donc c'est vachement dangereux.
Et puis il faut se le dire, c'est pas donné. Ensuite, les avantages de la bagagerie souple, ça va être que c'est plus léger. Si jamais tu tombes avec, ça protège aussi la moto, mais ça claquera moins qu'avec une bagagerie rigide, hein, ça fera plus auto-tamponneuse, hein, c'est plutôt mou, donc ça ne fera pas le même effet qu'avec une bagagerie rigide. C'est moins dangereux pour les chevilles et les jambes, encore une fois, hein, si tu te coinces la jambe entre la valise et le sol, ça fera moins de dégâts. Et puis si tu choisis un modèle étanche, ça fera largement le travail. Les points faibles, ça va être que c'est plus vulnérable au vol. Évidemment, si quelqu'un a envie de voler, que ce soit de la rigide ou de la souple, il volera. Mais ça reste quand même plus dissuasif sur de la rigide, alors que la souple, eh bien, un coup de cutter sur la valise ou sur la sangle, et puis on arrive à voler ce qu'il y a à l'intérieur malheureusement. Donc si tu tombes, ça protège moins les affaires fragiles. Et puis encore une fois, en cas de chute, tu as toujours un risque de déchirer la valise, hein, de l'abîmer. Bref, tu l'auras compris, c'est pas évident de faire un choix parce que elles ont toutes les deux des bons arguments. À l'origine, moi je suis un très grand utilisateur de la bagagerie alu. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie au quotidien. Mais c'est vrai que pour ce que je prévois par la suite, j'ai accepté de me pencher sur le sujet et vraiment d'y réfléchir. Donc ensuite, en échangeant avec l'équipe de SW Motech, je leur ai dit que je ne savais pas trop encore ce que j'allais prendre, hein, entre valise rigide, valise souple. J'étais encore un petit peu dans l'indécision. Et ils m'ont partagé une information comme quoi il allait avoir une paire de valises hybride, hein, entre le souple et le rigide qui allait arriver sur le marché fin de l'année. Donc là, je me suis dit que j'étais super intéressé parce que c'est le produit que je recherche. Et en plus, j'aime bien la qualité de ce qu'ils font, j'ai les supports qui sont adaptés, donc ça me paraît le choix le plus cohérent et le plus logique avec ce que je veux. Donc comme toi, je ne sais pas du tout à quoi elles ressemblent, et puis je les découvrirai également en même temps que toi, fin de l'année, dès que je les aurai reçues. Donc concernant la boucle arrière, je vais te montrer différentes configurations que je vais utiliser en fonction du type de voyage que je vais faire. Pour un voyage route, piste et off-road, je vais utiliser donc les valises qui sont pour le moment imaginaires, additionnées à un sac type SW Motech Dry Bag en 60 litres. J'ai choisi ce litrage parce que je n'aurai pas de top case, donc la place que je perds en n'emmenant pas de top case, il faut que je la récupère avec un sac assez conséquent. Donc le 60 litres, c'était vraiment ce qui me paraissait le plus évident pour emporter tout ce dont j'avais besoin. J'ai choisi ce modèle aussi parce qu'au niveau arrimage, c'était vachement pratique. Tu mets les sangles, tu clipses et ça tient correctement. En plus de ça, je me suis procuré des sangles Rockstorp, je crois, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais ça te permet, si jamais tu fais un peu de off-road de piste, que tu as des vibrations, que ça bouge, ça te permet d'avoir, de bien garder en place ton sac, c'est-à-dire que ça ne va pas bouger, ça ne va pas se desserrer, donc c'est vachement pratique. Auparavant, j'avais un sac JV qui était très bien, mais le côté arrimage ne me plaisait pas trop, c'était des sangles un peu type bricolage que j'achetais dans les magasins de bricolage, des tendeurs, donc oui ça tenait, mais c'était pas forcément pratique, fallait enlever tout le système quand tu avais quelque chose à prendre dans le sac. Moi ce que je veux là vraiment c'est la praticité et des choses qui sont évidentes, quoi. En plus de ça, à l'arrière de ce sac, tu as un système MOL ou MOLI, hein, je ne sais pas comment ça se dit, mais c'est vachement pratique. Ça te permet de fixer une multitude d'accessoires. Et donc moi, je vais y mettre une petite trousse de secours et une gourde avec de l'eau dedans. Ensuite, pour la configuration uniquement routière, donc en faisant uniquement de la route et peut-être quelques pistes, mais très roulables sans avoir vraiment de grosses difficultés, je vais venir donc mettre les valises, encore une fois imaginaires, additionné à un top case. Donc le top case, je vais utiliser celui de chez SW Motech, hein, le Trax Adventure en 38 litres. Ensuite sur la selle, je vais venir mettre mon dry bag 60 litres. Donc j'aurais apprécié avoir un sac un peu plus petit parce que comme je t'ai dit, si j'ai pris ce litrage là, c'est parce que dans la configuration off-road, je n'ai pas assez de litrage, hein, étant donné que je n'ai pas le top case. Mais là, comme je l'ai, j'ai automatiquement besoin de moins de place normalement, mais ça me fait encore racheter quelque chose. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste moins remplir mon sac, et puis en plus de ça, ça me fera de la place pour amener des souvenirs. Pour cette dernière config, ce sera tout. En gros, pour résumer, je vais avoir deux configurations. La première, ça va être pour mes voyages où je vais faire de la route, plus de la piste, plus du off-road, peut-être un petit peu plus engagé. Et la deuxième configuration, ça va être pour mes voyages uniquement routier, avec peut-être éventuellement un tout petit peu de piste, mais il faut que ce soit vraiment extrêmement roulable, comme par exemple ce que j'ai pu faire lors de mon dernier voyage en Écosse l'automne dernier. Je vais parler vaguement du top case et de la raison pour laquelle je ne l'amène pas quand je fais de la piste et du off-road. Déjà, je trouve que ça augmente ton centre de gravité parce que ça perche le poids assez haut. Ensuite, ça amène le poids aussi vachement vers l'arrière, donc quand tu vas faire de la piste ou du off-road, tu vas rencontrer des bosses, des trous, donc des vibrations, et tu as un risque de casser le support, voire même la boucle arrière. D'ailleurs, ce genre de péripéties, ça me rappelle le grand Luc Cottrell qui avait cassé le support top case ou la boucle arrière, je ne sais plus, de son 1150 GS lors de son voyage en Afrique. Évidemment, il avait réussi à le faire réparer parce que dans ces pays-là, on arrive toujours à se débrouiller. Mais c'est vraiment quelque chose auquel il faut penser lorsque tu équipes ta moto pour partir. Bien sûr, ça n'arrive pas tout le temps, mais les expériences des autres, ça peut te servir pour justement améliorer ton chargement. Pour en revenir au top case, personnellement, je suis un très grand utilisateur et adepte de cet équipement.
Je trouve ça vraiment hyper pratique au quotidien pour aller travailler, pour faire 2-3 courses. En duo, ça permet aux passagers d'avoir un support pour le dos, pour mes voyages routiers. Mais par contre, pour le off-road et la piste, je ne te conseille vraiment pas du tout, pour toutes les raisons que j'ai énumérées précédemment. Par contre, je te conseille fortement une sacoche ou un sac de sel. Concernant la boucle arrière, on a fait le tour. Maintenant, on va passer au chargement à l'avant de la moto. Et là, il faut savoir que peu importe le type de voyage que je vais faire, ça restera toujours identique. On va retrouver une sacoche de réservoir. Je trouve ça vraiment très pratique parce que ça te permet d'avoir tout ce que tu as besoin de sortir rapidement et régulièrement à portée de main. Tu as juste à ouvrir une fermeture et tu as accès à tout. Donc niveau praticité, c'est vraiment pas mal. Je trouve ça aussi super important parce que ça te permet de ramener du poids vers l'avant de la moto, ça permet d'équilibrer les charges. Généralement, on charge l'arrière, valise, top case, sac de sel, etc. Et à l'avant, il n'y a pas grand-chose. Et la sacoche de réservoir, justement, elle te permet d'amener du poids vers l'avant. Et je trouve ça super important parce que le chargement, c'est la sécurité. Donc te permettre de pouvoir aligner un peu tout ça, c'est super intéressant. Dans mon cas, j'ai choisi la Sandstorm 4S de chez Enduristan. Alors, je suis désolé pour mon merveilleux accent anglais, mais c'était vraiment la sacoche de réservoir qui répondait au mieux par rapport à mon cahier des charges. Vraiment, elle cochait toutes les cases que je m'étais fixées. J'ai choisi ce modèle parce qu'elle a l'air très robuste. Elle est prévue pour être étanche à l'eau et à la poussière. Étant donné que j'y mets tout mon matériel photo, vidéo et mes papiers, c'était très important. Elle a un porte-carte au-dessus. Ensuite, pour la fixation, je voulais pas de système de clips rapide avec anneau parce que même si c'est pratique, j'accroche pas du tout. Je préfère le bon vieux système à sangle. Enfin vieux, pas tant que ça parce qu'avec cette sacoche, c'est de la sangle Rockstarps, comme ce que je t'ai expliqué pour mon sac de sel, donc ça tient bien. Elle possède une sangle en option qui te permet de l'accrocher en bandoulière. Étant donné que je l'emporte avec moi lorsque je laisse la moto sans surveillance, c'est parfait. Et puis le petit bonus, c'est qu'il y a un petit trou pour faire passer le câble de chargement à l'intérieur, ce qui fait que même lorsqu'il pleut, tu peux continuer à charger tous tes équipements à l'intérieur de la sacoche, donc ça c'est vraiment super pratique. Pour terminer, en termes de litrage, elle propose 7 litres extensibles à 12 litres avec un système bien pensé pour l'agrandir. On a vraiment un bon compromis entre capacité et encombrement. Ça ne gêne pas les mouvements du guidon, on peut venir embuter sans forcer et sans prendre un petit coup de klaxon pas prévu quand le bouton vient taper sur la sacoche. Puis que ce soit en position assise ou debout, on n'est pas gêné et ça c'était un point également très important pour moi. Concernant la marque, d'après les retours, Enduristan ça a l'air bien costaud et ça tombe bien car c'est ce que je cherche. Maintenant on verra l'usage. Ensuite, j'installe des petites sacoches sur les crash bars. Je trouve ça vraiment très pratique. En plus, ça te rajoute une petite épaisseur sur tes crash bars. Donc quand tu chutes, ça amortit un petit peu les chocs. Et puis, encore une fois, au niveau équilibre des charges, ça te rapporte du poids vers l'avant de la moto. Donc il faut bien faire attention à bien équilibrer, comme avec les valises. Pas mettre trop de poids d'un côté et pas assez de l'autre. Donc bien équilibré, mais vraiment côté pratique et côté en plus sécurité parce que ça rapporte des charges vers l'avant. Je trouve ça vraiment pas mal. Par contre, à l'intérieur de ces sacoches-là, tu ne mets rien de fragile parce que c'est susceptible de prendre des chutes. Donc, il vaut mieux éviter de mettre des objets qui cassent. Donc, ce sont des JV en 5 litres. C'est du recyclage parce que je les ai déjà depuis un moment. Elles en ont vu pas mal. Franchement, elles sont solides. Niveau étanchéité, pareil, j'ai rien à redire. Donc, elles répondent parfaitement à mon utilisation. Donc, j'ai aucun intérêt à les changer. Et puis, évidemment, je ne manquerai pas de te faire un retour sur tous les produits que je te présente là, une fois que je les aurai utilisés dans toutes les conditions possibles. Maintenant, troisième point, la partie cycle et l'ergonomie. Bon alors très honnêtement, je suis loin d'être un pilote et la configuration de base d'origine de la CB500X, elle me convient parfaitement. Mais par rapport au voyage que je prévois, la moto elle va quand même être soumise à des conditions assez rudes, à des contraintes assez importantes. Et pour certaines pièces, c'est vrai que j'ai un petit peu peur. Je vais prendre l'exemple de l'amortisseur d'origine. Alors c'est vrai qu'il est de très bonne qualité et il peut certainement faire des milliers de kilomètres dans un usage on va dire classique. Mais c'est vrai que pour ce que je prévois, il va y avoir des contraintes de poids, les routes, les pistes cabossées, etc. Et c'est vrai que par sécurité, je préfère partir sur quelque chose d'un peu plus sérieux. Donc l'amortisseur que je choisirai, il sera installé environ 1 mois, voire 2 mois avant mon départ pour que je puisse gérer un petit peu les réglages. Mais le but, c'est qu'il soit le plus neuf possible avant mon départ. Concernant la marque, je pense que je vais partir sur EMC parce que ce qu'ils font, c'est quand même du solide, c'est du bon travail de ce que j'ai pu voir. C'est une société en plus qui est française. Donc je vais voir un petit peu si je pars là-dessus ou si je pars sur autre chose. Pour l'instant, il n'y a rien de définitif. Mais c'est vrai qu'il y a de fortes chances pour que ce soit cette marque-là que je choisisse sur mon amortisseur arrière. Ensuite, quitte à s'occuper de l'amortisseur arrière, autant s'occuper aussi des ressorts de fourche. Alors c'est vrai que sur le modèle 2023, la fourche elle est vraiment top. Ils ont installé du Showa en inversé. Et franchement, moi qui ai eu la version 2017 avec la fourche classique et la route 17, eh bien avec cette fourche plus la route 19, très honnêtement, c'est vraiment super efficace. Mais c'est vrai que lorsqu'on est chargé, ça a tendance quand même à plonger de l'avant. Donc je vais faire installer un kit d'amélioration de suspension avant, c'est des ressorts.
de chez Hyper Pro parce que c'est simple, c'est efficace et c'est reconnu. Après, j'ai fait quelques modifications aussi pour l'ergonomie. Par exemple, au niveau des cale-pieds, je trouve que ceux d'origine, ils ne sont pas super. Ils n'ont pas une grande surface de contact avec le pied. Et que ce soit pour le off-road quand tu es un petit peu debout, que tu as besoin de bouger un petit peu, ou que ce soit sur les longs trajets où tu es assis, où tu as les pieds qui sont bien calés sur tes cale-pieds, je trouve que ça manque un petit peu de surface. Donc je les ai changés pour des Ion ou Ion, je ne sais pas comment ça se prononce, de chez SW Motech. Et très honnêtement, c'est le jour et la nuit. Déjà, la surface de contact avec le pied, elle est complètement... ça n'a rien à voir, hein. Comme je te dis, c'est le jour et la nuit. Et en termes de confort, j'ai roulé un petit peu avec, que ce soit en mode touring sur de nombreux kilomètres, c'est beaucoup plus confortable. Et puis en position debout off-road, la liberté de mouvement avec les pieds, étant donné qu'il y a plus de surface de contact, je trouve que c'est beaucoup plus agréable, on se sent beaucoup plus en sécurité. Et franchement, j'avais pensé à le faire il y a longtemps sur mes autres motos et je regrette de ne pas l'avoir fait avant parce que la différence, elle est vraiment flagrante. Moi qui suis un gros rouleur, qui aime bien faire de grosses étapes, là je pense que je vais sentir vraiment la différence avec ceux d'origine. Ensuite, j'ai rajouté une extension de pédale de frein parce que je trouve que celle d'origine, en particulier sur la CB500X, elle est vraiment mauvaise, elle est petite, il n'y a pas beaucoup de grip. Que ce soit en position assise, touring, je trouve qu'on a du mal à aller la chercher, d'autant plus quand on a des bottes un peu trail adventure comme moi. Ensuite, debout, c'est encore pire, on a vraiment du mal à aller la chercher. Et quand c'est mouillé, pareil, il n'y a pas beaucoup de grip, franchement je la trouve vraiment pas super. Donc justement, j'ai remédié à ça en installant une extension de pédale de frein. Et pareil, c'est le jour et la nuit, j'ai pu la tester sur chemin, en position debout, assis, en touring, lorsqu'il pleut, etc. Très franchement, le grip, il est là. On y accède assez facilement parce que du coup, elle est beaucoup plus grosse. Et entre l'origine et celle-ci, franchement, c'est encore une fois, c'est le jour et la nuit. Ensuite, j'ai installé une béquille centrale parce que même si ça t'enlève un petit peu de garde au sol, et encore, c'est vraiment très très léger, mais c'est quand même super pratique pour graisser, dégraisser la chaîne, pour faire les entretiens, quand tu as besoin de démonter une roue ou des choses comme ça. Bref, quand tu pars à l'aventure, je trouve que c'est super utile. Ça te permet de faire beaucoup de choses. Moi, l'entretien, par exemple, durant le France-Japon, je vais le faire moi-même. Le fait d'avoir une béquille centrale pour pouvoir gérer tout ça, je trouve que c'est quand même vachement pratique. Et puis aussi, le petit plus, c'est que si tu es amené à parquer ta moto assez longtemps dans ton garage, ça permet de soulager un petit peu la béquille latérale. Donc moi, j'ai choisi celle de chez SW Motech, tout simplement parce que les parcs artères et le sabot, c'est du Motech. Et étant donné que moi, j'avais pas forcément envie d'adapter les pièces, j'avais vraiment envie que tout tombe correctement. Et en prenant tout de la même marque, au moins tu es tranquille là-dessus, tout est compatible. Je vais rajouter aussi un déflecteur de bulle de chez JV, comme celui que j'avais sur ma précédente CB500X. Je ne vais pas changer la bulle parce que la bulle d'origine, elle me convient, mais c'est vrai qu'il manque quelques centimètres pour que l'air puisse passer juste au-dessus de la tête. Et avec le déflecteur, ça fait le travail. En plus, tu peux le régler si tu veux que ça passe un peu plus au-dessus ou si tu veux avoir un petit peu d'air quand il fait chaud. Donc franchement, je trouve ça vraiment pratique. Dernière chose que j'ai installée, dont j'ai oublié de te parler, c'est les pontées de guidon. Ça permet de le rehausser dans mon cas de 2 cm. Ce qui te permet d'avoir une meilleure position, plus confortable et plus droite. Que tu sois assis ou debout, tu as une position qui est plus naturelle et pour les longs trajets, ça peut jouer sur la fatigue. Bon, évidemment, ça n'empêche pas les pauses. Je trouve qu'il y a vraiment une grosse différence de position avec la hauteur d'origine et les 2 cm en plus. J'ai opté pour ceux de chez SW Motech, tu peux certainement en retrouver d'autres, mais étant donné que c'est une pièce qui subit pas mal de contraintes, je préférais partir sur quelque chose de sérieux. Donc concernant la partie cycle et l'ergonomie, ce sera tout. Je vais peut-être rajouter des choses un petit peu à gauche, à droite, mais en tout cas, tout ce que je t'ai présenté là, ce sera vraiment l'essentiel. Donc on va arriver à la quatrième et dernière partie. Donc ça va être tout ce qui touche aux accessoires électriques, électroniques, je ne savais pas trop comment appeler ça. Dans un premier temps, j'ai installé une prise USB pour recharger tout ce qui va être équipement vidéo, photo, etc. mais aussi mon smartphone. Pour moi, c'est un accessoire qui est vraiment indispensable et d'autant plus si tu ne dors pas à l'hôtel ou en chambre d'hôte tous les soirs. Parce que c'est vrai que si tu fais 1, 2, 3, 4 nuits en bivouac, il y a un moment donné où il va falloir que tu trouves une source d'énergie pour pouvoir recharger ton smartphone et tes équipements. Et justement, avec la prise USB tout au long de la journée, en roulant, ça te permet de recharger un petit peu tout ce dont tu as besoin. Donc il y a 2 prises sur celle que j'ai installée et c'est une Technoglobe. Ensuite, je ne l'ai pas encore reçue, mais je vais installer sous la selle en direct sur la batterie une prise Optimate SAE. Donc à l'origine, c'est une prise qui sert à brancher un chargeur de batterie type Optimate afin de permettre à ceux qui ont une batterie qui n'est pas forcément accessible d'éviter à chaque fois de chercher les cosses pour brancher le chargeur. C'est une petite prise qui est étanche, tu enlèves le capuchon et puis tu branches ton chargeur. Mais ça a aussi d'autres avantages, ça peut servir aussi à beaucoup de choses. Donc dans un premier temps, ça va me permettre de brancher mes gants chauffants pour l'hiver, car oui, j'aime beaucoup rouler en cette saison.
et je n'installerai pas de poignée chauffante parce que moi j'ai une préférence pour les gants chauffants. Et deuxièmement, ça va me permettre de brancher un mini compresseur quand par exemple j'ai besoin de faire un appoint sur la pression de mes pneus, quand j'ai besoin de baisser la pression aussi, et également en cas de crevaison. Donc cette prise là, elle peut te servir à alimenter un tas d'autres choses, d'autant plus les équipements qui sont assez gourmands en énergie parce que comme je te disais, tu passes en direct sur la batterie, donc au niveau ampérage, tu bénéficies quand même d'une puissance assez importante, beaucoup plus que ce que tu, en tout cas plus que ce que tu pourrais avoir sur une prise USB ou une prise allume-cigare qui serait branchée sur une prise accessoire, hein, tout simplement. Donc pour l'installation, soit je la laisserai sous la selle, ou soit je la laisserai dépasser un petit peu pour qu'elle soit accessible. On verra ça un petit peu quand je l'installerai. Concernant la navigation, je vais utiliser un smartphone dédié uniquement à ça, additionné d'un GPS qui seront tous les deux branchés à part des autres systèmes de charge et fixés sur du support RAM mounts. Mais je reviendrai sur ce sujet plus en détail si jamais je fais une vidéo concernant mon matériel. Dernière chose que je vais installer, ce sont des feux additionnels anti-brouillard de chez SW Motec. Donc il y a deux choix, hein. Il y a les anti-brouillards ou les longues portées. Moi dans mon cas, je trouve que le plein phare de la 500X, il n'est pas exceptionnel, mais ça reste correct. Par contre, les codes, je trouve qu'ils éclairent pas super bien en termes de largeur, à une portée assez courte. Donc dans les virages, sur les petites routes de campagne, je trouve qu'on ne voit pas assez. Donc c'est pour ça que moi j'ai opté pour les anti-brouillards, parce qu'à l'inverse des longues portées qui vont éclairer loin et étroit, les feux anti-brouillard ils vont éclairer dans une portée assez courte, mais plutôt large. Donc moi je trouve que dans mon cas c'était plus intéressant. En plus de ça, les anti-brouillards, tu peux les laisser allumer tout le temps parce que déjà c'est peu gourmand en énergie. Et en plus de ça, ça éblouit pas les autres usagers si c'est bien installé. Alors que les longues portées, tu les mets uniquement quand tu es en plein phare, hein, parce que sinon tu éblouis les autres usagers sur la route. Et après, si on veut vraiment avoir un éclairage parfait, les deux sont complémentaires. Donc tu installes anti-brouillard et longue portée. Moi personnellement dans mon cas, ce que je vais installer là, ça me suffira amplement. Donc je vais les installer en dessous le phare avec une barre qui est fournie avec le kit. Et puis il y aura un interrupteur au guidon pour les allumer et les éteindre dès que je le souhaite. Mais évidemment, ce sera branché en plus après contact, hein, sur une prise accessoire, afin d'éviter de pouvoir allumer et éteindre quand le contact est coupé. Donc des modèles de feux additionnels, il y en a un paquet, hein, du moins cher au plus cher. Moi, si j'ai choisi cela, c'est parce que j'avais envie de quelque chose de qualitatif et de sûr, et on verra si je me suis trompé ou pas. Donc concernant cette quatrième et dernière partie, c'est terminé. On va donc arriver à la fin de cette vidéo. J'ai vraiment essayé d'avoir le setup le plus complet en fonction de ma vision des choses, en fonction de ma vision du voyage avec une moto. Donc ce n'est pas le setup parfait ou mieux qu'un autre, c'est vraiment le mien en fonction de mon expérience, de ma vision des choses et aussi des usages que je vais avoir. J'espère que ce type de format t'a plu et que les conseils que j'ai pu te donner, ça pourra te servir dans tes prochaines aventures. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, comme ça, ça me permettra de préparer une autre vidéo concernant le matériel que j'emporte avec moi, mais aussi comment je charge ma moto. Pour le reste, comme d'habitude, prends soin de toi et je te dis à très vite. Bye bye!